La radiodiffusion télévision française présente Le monde comme il va. Ce soir, au pays des Incas. Une expédition de l'équipe Marquette chez les Indiens du Pérou, avec Jean Raspail, Guy Morance et Pierre Le Rouzic. Je ne crois pas qu'il existe un pays au monde dont le nom soit aussi prometteur d'aventures fabuleuses que le Pérou. Le Pérou qui jadis faisait partie du fameux empire des Incas. Le Pérou qui depuis le XVIe siècle fait rêver tous les amoureux de mystère sous le nom d'Eldorado. L'équipe Marquette revient du pays des Incas où pendant plusieurs mois Jean Raspail, Guy Morance et Didier Tarot ont partagé la vie difficile des Indiens en pleine cordillère des Andes, à 4 ou 5 000 mètres d'altitude, entre le lac Titicaca et Machu Picchu, la ville perdue dans le ciel. Dans quelques instants, Jean Raspail, qui est le fondateur de l'équipe Marquette, et Guy Morance, cinéaste, vont nous faire revivre quelques épisodes de cette remarquable expédition. Mais avant, je voudrais rappeler les deux précédents voyages de cette équipe de jeunes. Le premier, 5000 km en canoë sur les grands lacs américains et le Mississippi en 1949 et 1950. Et le second, cette extraordinaire traversée des deux Amériques, la liaison automobile Terre de Feu Alaska en 1951-1952. Un an plus tard, avec Guy Morance, nous réalisions en voiture un raid de 40 000 km en Afrique, Alger, le Cap, Alger. Et maintenant, l'équipe Marquette entrouvre pour nous la porte d'un royaume perdu, du royaume du soleil, l'empire des Incas dont les origines et l'âge restent encore enveloppés du plus passionnant mystère. Parti de France le 27 janvier de cette année, 1954, nous campions le 25 mars à 4500 mètres d'altitude sur les hauts plateaux des Andes. C'est vraiment un sale climat et un paysage absolument lugubre. D'ailleurs, ça s'appelle la Puna péruvienne. C'est une immense plaine désertique avec un vent dur, glacé, et où les seuls signes de présence humaine sont quelques petites huttes de pierre. On avait vraiment l'impression d'être abandonné du reste du monde. Je me souviens même un jour, à la nuit tombée, les flaques gelèrent instantanément, le saucisse des Saindoux du dîner gela, le double auto de nos deux tentes se transforma en une surface de glace absolument cassante. Ce soir-là, nous avons eu le soroche, c'est le mal des Andes. C'est-à-dire qu'on respire en râlant, on cherche l'oxygène qui manque à grandes inspirations, les gestes sont lents, on est épuisé à l'avance, l'estomac ne retient absolument aucune nourriture, et la tête est absolument serrée dans un étau, elle sonne à chaque pas comme une véritable cloche. En fin de compte, on s'y habitue d'ailleurs, mais au début, c'est pas drôle du tout. Nous étions déjà passés d'ailleurs dans cette région-là, mais très vite, au cours de notre raid de la Terre de Feu en Alaska, et nous avions décidé d'y revenir, car c'est dans ce pays qu'exista jadis le fabuleux et légendaire empire des Incas, où vivaient les Indiens adorateurs du soleil et grands bâtisseurs de forteresses. C'est le conquistador espagnol Francisco Pizarro qui conquit et détruisit cet empire en 1533, à la tête d'une troupe fabuleuse de 180 soldats et 27 chevaux, ce qui est vraiment une troupe minuscule par rapport à ce royaume remarquablement organisé de 12 millions d'individus. On peut dire que les Incas s'inclinèrent beaucoup plus d'ailleurs devant la traîtrise et la cruauté de Pizarro que devant la force armée. Mais ceci est vraiment une autre histoire. Nous savions à ce moment-là que dans la montagne gisaient des villes mortes et surtout nous avions constaté lors de notre premier passage au Pérou que des milliers d'Indiens menaient encore sur le plateau des Andes une vie très proche de celle de leurs ancêtres. Telle était la raison de notre présence dans la Puna au mois de mars 1954. Guy Morance était là aussi, comme dans le voyage de Terre de Feu à Alaska, veillant sur ses précieux appareils de cinéma. Il s'agit en fait effectivement de bien veiller et de bien soigner une cargaison de 1500 kilos de matériel extrêmement précieux qui supporte difficilement les nombreux chocs de la route. Et bien entendu, il s'agit aussi de les faire fonctionner, car une expédition est faite pour ramener de la documentation, et bien entendu, ces conditions sont très difficiles à remplir.
surtout quand on est dans les conditions, dans le pays où nous nous trouvions, c'est-à-dire avec de grands écarts de température, de grandes difficultés avec les gens. Je me souviens d'ailleurs que c'est ce premier jour de camp où nous avons rencontré notre première caravane de lamas. Le lama, c'est l'animal des Andes, c'est un curieux animal, moitié chameau, moitié chèvre. C'est le plus distingué ruminant qu'on ait jamais vu. Il marche d'un petit pas sautillant, un peu comme une danseuse, ou plutôt nous pensions à ce moment-là comme Marilyn Monroe. Il tortillait du derrière et vous regardait d'un air souverainement méprisant, absolument comme une vieille Anglaise qui viendrait de découvrir quelque chose de terriblement shocking. La caravane de lama qu'on a rencontrée comportait une 50aine de bêtes, chargées de petits sacs multicolores. Derrière, il y avait un Indien pieds nus, sa femme et ses 2 filles, qui marchaient frileusement enveloppés dans un vieux poncho. L'homme jouait de la flûte, et en l'écoutant, nous avions vraiment l'impression de ne plus vivre au XXe siècle. Et il y a 400 ans, sur ces mêmes pistes, ces mêmes caravanes chargées d'or apportaient aux Espagnols commandés par Pizarre la rançon de leur roi. Mais vous le savez, ces richesses ne devaient jamais arriver, les conquistadors ayant assassiné le monarque inca malgré la parole donnée. Aussitôt prit naissance alors cette fameuse légende de l'Eldorado, du pays de l'or. Et aujourd'hui encore, on recherche le plus sérieusement du monde les cachettes souterraines où est enseveli le trésor des Incas. C'est une vraiment curieuse histoire que celle de ce trésor des Incas. Pour une fois d'ailleurs, c'est un trésor qui existe vraiment. Il en existe même plusieurs. Plusieurs trésors des Incas enfouis dans la montagne. On croit rêver, mais c'est la pure vérité. En 1533, le fameux Pizarre fit prisonnier le dernier des empereurs, l'Inca Atahualpa. Voulant s'enrichir, il lui offrit la vie sauve en échange d'une énorme rançon. Une chambre du palais devait être remplie d'or et d'argent jusqu'au plafond. Alors partirent des centaines de messagers vers toutes les provinces du royaume, alertant les caciques et les gouverneurs. Les nobles, les prêtres, tous les riches de l'Empire chargèrent les trésors de leur palais et de leurs temples sur des lamas pour les envoyer en caravane vers le lieu de détention du souverain. Des vases précieux, des coupes, des bijoux, des trônes d'or massifs vinrent s'entasser dans la pièce désignée. Plus le niveau montait, plus il en arrivait, car le peuple vraiment voulait sauver son roi. 8 jours plus tard, les districts les plus reculés de l'Empire étaient prévenus et lançaient à leur tour sur les pistes de longues caravanes chargées de trésors. Quand la chambre fut presque pleine, Pizarre jugea qu'il avait tiré le maximum d'avantages de son prisonnier et, rompant sa parole, il le fit décapiter. De nouveau, des messagers partirent dans toutes les directions pour annoncer la mort de l'Inca. Les nombreuses caravanes qui marchaient encore firent demi-tour et leurs chefs conduisirent les richesses dont ils avaient la garde vers des cavernes ou des villes cachées de la montagne où ils les enterrèrent. Ainsi naquit l'exacte légende du trésor des Incas. Bien des aventuriers ont passé depuis leur vie à chercher ces trésors, mais il est probable et même certain que personne ne les trouvera jamais. On raconte toutefois que certains descendants inconnus de la famille impériale, vivant encore actuellement, connaissent l'emplacement de l'un de ces trésors et en disposent pour financer des révoltes comme celle de 1915 près du lac Titicaca, ou aussi pour envoyer des secours à des villages indiens en difficulté. Il m'a été absolument impossible de vérifier ces rumeurs qui vont joindre et embellir la mystérieuse légende du trésor des Incas. Et voici ce qui reste de cette prodigieuse civilisation. Une foule envoûtée, gorgée d'alcool et de musique, qui vous replonge dans une ambiance véritablement moyenâgeuse. Les cris hystériques des femmes, qui chantent on ne sait quelle divinité étrange, rendent plus sensible encore cette filiation entre les Incas d'hier et les Indiens d'aujourd'hui. Une grande fête se prépare dans un petit village, une fête que Guy Morens a pu enregistrer malgré la méfiance presque hostile de la foule. C'était réellement un spectacle inouï. 700 danseurs et danseuses, 300 musiciens avec des flûtes de pan, des guitares, des harpes indiennes, des tam-tams, des tambourins, 100 chevaux qui galopaient dans la foule. Une agitation intense et tout ce monde buvait sec, hommes, femmes, se passant des bouteilles d'alcool de main en main. Le village ne possédait pas l'électricité, simplement des torches fumeuses. On aurait réellement dit une ambiance de sabbat.
J'avais un mal fou à enregistrer, et il fallait me frayer un chemin parmi cette foule en délire avec mon magnétophone sous le bras. Des heures entières, les indiennes tournaient sur elles-mêmes comme des toupies, complètement envoûtées par cette musique horripilante. Elles dansaient pieds nus, marchant, se coupant sur les pierres sans paraître en souffrir. À un moment, j'ai été cerné par un groupe de danseurs masqués. Ils m'entourèrent de leur cercle gesticulant, secouant leurs perruques de laine de lama et riant comme des fous. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils ont dansé et tourné, sans repos, sans arrêt, buvant de larges rasades d'alcool. C'était affolant. Nous en étions nous-mêmes épuisés et à demi-fous, nous retenant de tourner et de hurler à notre tour. Au moment où j'enregistrais un groupe de musiciens, un autre groupe, ayant probablement trop bu, a déchaîné une bagarre. Il a fallu les séparer. En pleine nuit, nous n'en menions pas large. Et nous avions dû passer la fin de la nuit dans une maison indienne, transformée en forteresse. Cette fête sera réellement un souvenir inoubliable. Dans un coin éloigné, loin de la fête qui durera des jours, un sorcier donne une consultation, et c'est un des documents les plus extraordinaires qu'aient ramené Jean Raspail et Guy Morance. L'homme, le consultant sur un ton géniard, raconte sa peine. Le sorcier, sur un ton frénétique, mélange bizarrement le passé, le présent et l'avenir en une vaticination merveilleusement obscure, même peut-être pour celui qui comprend la langue indienne. Quand nous sommes arrivés chez lui, il était en train justement de donner sa consultation quotidienne, employant la langue quichua qui est la seule langue que sachent actuellement parler les Indiens du Haut Plateau. Le sorcier est le ministre de la déesse de la terre, Pachamama, qui règne sur les semailles, les récoltes et les troupeaux de la famille depuis les temps les plus reculés du monde indien. Ce sorcier est un homme simple, il se présente le visage nu, sans masque, absolument comme un homme comme les autres. Le consultant était un Indien, un berger nommé Mariano, qui avait perdu des lamas dans la montagne et qui demandait à la Pachamama de les retrouver par l'intermédiaire du sorcier. Il fallait d'abord attendrir la déesse, et Mariano pleurait et gémissait, parce que la déesse ne pourra retrouver les lamas perdus que si Mariano pleure beaucoup pour l'attendrir. Après une demi-heure de ce dialogue, où l'un gémissait et où l'autre, le sorcier, cherchait dans la coca, le sorcier a levé les bras au ciel, il a embrassé plusieurs fois son pouce, puis il a effeuillé devant lui des brins de coca. La coca, c'est une plante que les Indiens mâchent à longueur de journée et aussi une plante qui plaît particulièrement à la déesse Pachamama. Lisant dans la coca, le sorcier a donné son verdict. La semaine prochaine, a-t-il dit à Mariano, en direction du soleil couchant, tu retrouveras tes lamas. J'ignore absolument la suite des événements, mais j'ai été témoin le lendemain d'une histoire fort curieuse. Le contremaître d'un hacienda voisin, abusant de son autorité, avait fait pleurer une indienne. Le sorcier, présent à la scène, intercéda en faveur de la femme et fut violemment rabroué. Alors, il jeta un sort. Le lendemain matin, le contremaître, en montant un nouveau cheval qui était pourtant docile, fit une fausse manœuvre. La bête tomba sur le côté, écrasant la jambe de son cavalier et la cassa en 3 endroits. On peut bien entendu parler de coïncidence, mais pour ma part, je ne conclus pas, et je laisse à chacun le soin de se faire une opinion sur le degré de son scepticisme.
Et maintenant, l'équipe Marquette arrive au lac Titicaca, l'incroyable lac Titicaca qui a plus de 4000 mètres d'altitude et tire son immense nappe d'eau de 180 km de long sur 70 de large. Le lac Titicaca où vivent les Urus, tribu paria cachée sur des îles flottantes de roseaux, d'où sortit au début des temps Viracocha, ou plus exactement Contiki Viracocha, dieu des Incas. Contiki créa le ciel, la terre et une espèce d'homme, mais non la lumière, de sorte que ces premiers humains vivaient dans une obscurité complète et dans un désordre non moins complet. Irrités de leur désobéissance, Viracocha les transforma en pierre. J'ai vu d'ailleurs sur les rives du lac d'énormes rochers qui semblaient exactement des têtes d'Indiens découpées sur le ciel. On aurait dit des visages pétrifiés, contemplant de leurs yeux vides pour l'éternité la patrie qu'ils avaient perdue en se révoltant contre l'autorité divine. C'est sans doute une légende, mais il existe au lac Titicaca une autre histoire sur laquelle la dernière page n'a pas encore été tournée. C'est celle de la tribu maudite des Urus. La légende indienne raconte en effet qu'un gigantesque cataclysme précéda la création de l'homme et plongea le monde dans un chaos où disparurent les êtres qui vivaient alors. Quelques-uns échappèrent cependant à la catastrophe et perpétuèrent jusqu'à nos jours leur race et leurs traditions. Lorsqu'on les interroge, ils répondent qu'ils ne sont pas des hommes, mais des Urus, et pour cela, les autres Indiens du lac les méprisent. Chassés de partout et n'ayant aucun droit à la terre, ils se sont réfugiés au milieu du lac Titicaca, construisant des îles flottantes de roseaux pour y bâtir leurs pauvres huttes. Ces huttes sont également en roseaux, de même que leurs barques, leurs cordes et certains de leurs filets de pêche et bien d'autres objets usuels. Exemple extraordinaire d'économie basée sur le roseau. Ils ne se nourrissent que de poissons et bien entendu de roseaux. Ce sont les êtres les plus misérables que nous ayons rencontrés au cours de ce voyage. Même leur musique nous dit la tristesse de leur existence de réprouvés. L'équipe Marquette, ayant vécu plus de 4 mois avec les Indiens du Sud Pérou, remonta vers le nord pour visiter et étudier plus longuement la légendaire cité de Machu Picchu, la ville perdue dans le ciel. Ville si bien conservée que l'on peut croire que ses habitants viennent à peine de l'abandonner, ces habitants qui étaient sans doute les fameuses Vierges du Soleil. Sur le chemin du retour, donc, nous avons été voir dans la montagne la nécropole de Machu Picchu, qui fut peut-être en effet le dernier refuge des Vierges du Soleil. Elle est perchée dans la cordillère des Andes, en pleine montagne, dans un pays désert, à 2400 mètres d'altitude. Le site est grandiose, il est cerné de tous côtés par de sombres pics montagneux. En bas, tout au fond, dans le précipice, à 800 mètres de précipice, coule le torrent du Vilcanota. L'impression est absolument inoubliable. Il y a 1000 maisons de pierre, dont il ne manque que les toits, et qui sont bâties en gradins sur des centaines de terrasses. Partout dans la ville courent des escaliers de granit dur. Certains, marches et rambardes, ont été taillés d'une seule pièce dans le même bloc de pierre. L'eau venait des sources de la montagne, et elle était canalisée dans des conduits de pierre et répartie vers tous les clans de la ville en rigoles et en fontaines de granit. En haut de la ville, sur une colline, le temple et l'observatoire sacré du soleil se découpent sur le ciel. Le mystère le plus profond règne sur les destinées de cette ville. Elle fut découverte seulement en 1910 par un Américain, Hiram Bingham, et les Espagnols ne la connaissaient pas. Peut-être est-ce là que le dernier des empereurs incas, le jeune Manco II, révolté contre les Espagnols de Pizarre, se réfugia avec ses derniers fidèles, emmenant avec lui les fameuses Vierges du Soleil, moitié prêtresses, moitié courtisanes. On a découvert à Machu Picchu 130 cadavres, dont 102 cadavres de femmes. Ce chiffre porte à penser que cette ville finit son existence uniquement habitée par des femmes, les Vierges du Soleil. Combien de temps Machu Picchu a-t-elle survécu à la conquête espagnole et à l'écroulement de l'Empire Inca? 20 ans au moins, mais peut-être plus, 50, 100 ans même, nul ne le sait. Et c'est pourquoi l'on peut rêver sur l'extraordinaire destinée des derniers Incas, maintenant leur empire et leur religion coûte que coûte dans la cité perdue de Machu Picchu.
Mais comment la présence espagnole a-t-elle influé sur la vie des Indiens d'aujourd'hui? Je pense, Jean Raspail, que le culte du soleil et que les vierges du soleil ont disparu maintenant. Non, tout ça n'existe absolument plus, sauf la déesse Pachamama dont nous avons parlé tout à l'heure. Les Indiens sont catholiques, ils mélangent un petit peu les deux religions, mais enfin, ils sont catholiques. Et par exemple, à Cusco, qui est l'ancienne capitale de l'Empire, maintenant une ville de 40 000 habitants, où il y a beaucoup d'Indiens, toutes les cérémonies, en particulier celles de la Semaine Sainte, les processions ont lieu avec tous les Indiens. Il y avait en particulier une cérémonie le vendredi saint, si je me souviens bien, dans la cathédrale de Cusco. Il y avait le Christ noir de Cusco qui est sorti, porté par 80 hommes. C'est un Christ terriblement lourd. Et s'il oscille à droite ou s'il oscille à gauche, ça peut être un très mauvais présage. Alors les 80 porteurs qui étaient dessous suaient sang et eau pour essayer de le redresser pour qu'il soit bien droit et qu'il n'y ait donc pas de mauvais présage. Et tout le monde criait, c'était absolument affolant. Oui, j'avoue que le spectacle devait être assez curieux. Mais alors, il y a quand même un mélange, une interpénétration profonde des rites païens quand même et des rites chrétiens. Oui, absolument. D'ailleurs, on en a eu la preuve à la sortie de la cathédrale, quand la procession a franchi le portail. À ce moment-là, un spectacle extraordinaire nous attendait. Mais c'est une marche militaire. Eh bien oui, c'est une marche militaire et une marche militaire que beaucoup de Français connaissent bien. Effectivement, nous avons été très surpris en entendant cette musique jouée par de nombreux Indiens qui sortaient de l'église et qui étaient venus en uniforme de militaire accompagner le Christ. Curieuse procession comme vous le voyez. Et le spectacle lui-même, cette foule sans doute très bigarrée d'Indiens... Eh bien, il y avait des multitudes d'Indiens multicolores qui se prosternaient sur le passage du Christ. Il y avait aussi ces militaires, baïonnettes au canon, encadrant le clergé, le haut clergé péruvien et surtout les Indiens qui suivaient la procession. C'était un spectacle qui représentait une curieuse association. Mais il y a quand même quelque chose que je me demande encore, c'est pourquoi une musique française? Pourquoi cette sambrémeuse? Car c'est la sambrémeuse. Oui, eh bien, la musique française est expliquée parce que l'armée péruvienne a été formée par les Français avant la guerre de 14, et je crois même peu de temps après la guerre de 14, c'était encore des instructeurs français qui étaient présents au Pérou. Il faut même ajouter que les Indiens qui sont soldats ont le casque français sur la tête, mais la grenade du casque français est remplacée par l'antique soleil des Incas. Et maintenant revenons à Paris, où vous avez rapporté, Jean Raspail et Guy Morance, en plus des souvenirs que vous avez évoqués il y a quelques instants, de nombreux documents, je pense. Nous avons ramené des quantités de choses, à vrai dire, on avait été là pour ça, pour étudier le pays des Incas. Nous avons donc ramené 2 films en couleur que Guy Morance a tourné, puis un documentaire en noir et blanc, 35 mm, sur les hommes du lac et les fameux Urus, puis un livre qui s'appelle Terres et peuples Incas, et puis alors les éléments d'une longue tournée de conférences que nous ferons dans toute la France pendant au moins 2 ans, pour montrer aux gens ce que nous avons fait. Parce que nous ne partons pas uniquement pour notre propre plaisir, mais également pour parler à tous les Français qui ne peuvent pas partir de ce que nous avons vu. Mais alors qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs? D'aller passer leurs vacances là-bas? Les cardiaques, sûrement pas. Par contre, les amoureux de l'aventure, ça certainement. Oui, enfin, si je comprends bien, dans le fond, les souvenirs de voyage ne servent pour vous, d'ailleurs comme pour la plupart des grands voyageurs, qu'à faire croire aux autres qu'ils pourraient être heureux là où ils n'iront sans doute jamais. Vous venez d'entendre Au pays des Incas, une émission de Jean Raspail, Guy Morance et Pierre Lerouzic.